Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Je suis tout d'abord très heureuse d'ouvrir cette table ronde avec Frédéric Fritsch. Frédéric, vous parlez finnois, vous parlez français. Vous allez nous permettre d'échanger en profondeur avec Pentti, ce que nous n'avions pas su faire à Givor, où les échanges étaient en anglais. Alors, merci infiniment à vous de nous aider aujourd'hui. Cette table ronde va durer environ 1 heure. Elle sera suivie d'une séance de dédicace. Donc si vous avez acheté des livres ou si vous souhaitez acheter des livres, Pentti pourra vous les signer. Et puis c'est une rencontre publique pour nous. C'est un moment assez informel et vous pouvez intervenir à n'importe quel moment de la discussion. En restant poli. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir 2 grands hommes autour de cette petite table aujourd'hui. Pentti Savalahti, grand photographe finlandais, dont vous voyez sur les murs ici une 60aine de tirages qui sont issus de la grande exposition rétrospective des rencontres d'Arles en 2012. Il y a aussi à côté de moi Gérard Massé, qui est un poète, essayiste, traducteur et photographe français. Gérard Massé a publié de nombreux livres, des essais, des poésies en prose, des romans, et il a publié La mémoire aime chasser dans le noir, la photographie sans appareil, et il a écrit pour et avec des photographes, Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis, Isabelle Munoz, on parlera plus tard d'autres choses, et il est l'auteur de la préface du Photopoche, édité en mars 2005 chez Actes Sud. Donc le photopoche de Pentti Savalahti. Nous avons décidé d'intituler cette rencontre publique « Mémoire et Odyssée » parce que ton œuvre, Pentti, est une œuvre transversale, proche de la musique et de la littérature. Dans votre livre « La photographie sans appareil », Gérard, vous parlez d'images latentes, surgies de la mémoire ou du musée imaginaire. Nous allons donc parler de ton Odyssée, Pentti, cet après-midi, de l'Odyssée, du retour d'Ulysse après 10 années de guerre à Troie. Nous allons parler des séjours dans les îles, de sa ruse et de sa témérité. Alors, les rois demandent toujours à Ulysse de raconter ses voyages. Il perd énormément de temps, il retarde comme ça son retour à la maison. Et puis Ulysse devient lui-même, prend la place des Aèdes de l'époque et devient conteur. Donc, Pentti, est-ce que tu te sens conteur? Jaa, en osaa sanoa, että onko tullut kertoja. Siis tietysti sitä haluaa, että kuvassa on myös kertomus ja että siinä on joku tarina. Oui, bien sûr. En tout cas, je ne sais pas si je suis devenu conteur, mais en tout cas, je veux que dans mes images, on retrouve des histoires, bien sûr. Mutta valokuvaajana kuitenkin minusta on kiinnostavampaa se, että se on valokuvana. Se toimii valokuvana. Mieluummin vielä vähän luovuttaa, vähän vähentää sitä kertomista, jos se parantaa sitten kuvana. Mais mon premier objectif est quand même que les photographies fonctionnent en tant qu'image. Ce qui est important, c'est l'image. Et si finalement ce qu'on raconte d'histoire diminue un peu pour renforcer le côté pictural, en fait, c'est ça que je recherche. Alors, je souhaitais lancer plusieurs pistes pour commencer cette table ronde. Dans l'Odyssée, on a une histoire d'absence aussi. Gérard, vous avez écrit « Photographier, c'est s'entraîner à l'absence, mais en laissant des traces ». Alors, est-ce que tu as envie de réagir par rapport à ces mots, Pentti, d'absence et de traces? Joo, varmasti jokainen hyvä kuva sisältää, niin kuin jokainen hyvä tekstikin sisältää, mitä ei voi lukea ja ei voi nähdä.
En effet, que ce soit une photographie ou que ce soit un texte, il y a beaucoup d'intérêt aussi dans ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne montre pas, ce qui est absent en fait. Oui, je voulais dire par là, sans me lancer dans un long commentaire d'une de mes phrases, on s'absente en écrivant ou en photographiant parce qu'on n'est pas là, enfin, à moins d'avoir un goût du sensationnel ou de l'exhibition très prononcé, mais on peut évidemment se montrer soi-même, se raconter. Mais ce que j'aime dans l'art de Penty, et ce que j'essaie de faire aussi en écrivant, c'est plutôt justement une sorte de présence et d'effacement tout à la fois, d'être comme en retrait, afin que l'autre puisse trouver sa place en regardant ou en lisant. Or, souvent dans la photographie, on a au contraire le coup de poing, quelque chose qui veut s'imposer à nous, qui cherche à tout prix. Chez Penty, c'est l'exact contraire. Ces photographies ont beaucoup de force, naturellement, une présence que tout le monde peut constater ici, mais elles ne cherchent pas à s'imposer. Il faut entrer dans la photo, et à ce moment-là, cela provoque non pas le rêve, parce que ce sont des photographies qui ne sont pas en dehors du réel, mais tout de même un état de rêverie. Et je crois que c'est ça d'abord qui m'a frappé, en dehors, et je vous laisse traduire après, d'un sens aigu de la composition, des contrastes, des valeurs, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est essentiel évidemment dans la réussite de l'image, et au fond, un très grand classicisme. Je reviendrai sur ce mot quand vous aurez traduit, parce qu'il peut être autre chose, mais je n'oublie pas le mot classicisme, et j'y reviens dans un instant. Dans la première impression reçue, et très forte, je pense qu'il y a aussi le fait que nous sommes très habitués depuis les débuts de l'histoire de la photographie, et si on s'intéresse à la photographie, on les connaît bien, on est habitué à des images solaires. C'est pas pour rien que les premiers photographes au XIXe siècle sont allés vers le sud, et en particulier vers l'Égypte d'ailleurs. C'est une remarque que je me suis souvent faite, c'est vraiment comme si on rouvrait les tombeaux. Et pour une raison toute simple, c'est que les ombres provoquent des contrastes, provoquent une présence qui est déjà stylisée, parce qu'une ombre, c'est déjà le style, ça n'est plus la réalité elle-même, il y a une transposition. Donc il y a presque une facilité là. C'est plus facile aussi de composer avec une très forte lumière et des ombres, etc. etc. Donc nous avons été habitués à voir un exotisme du Sud dans la photographie. Au lieu que tout à coup, j'étais confronté, en voyant les photos de Penty, je ne connais pas la Finlande, j'étais confronté à une forme d'exotisme, pour moi du moins, mais un exotisme du Nord. Et ça, c'était parfaitement nouveau. Alors je sais, je n'oublie pas que Penty est allé ensuite au Népal, au Maroc, enfin des tas d'autres pays. Mais dans la première exposition que j'ai vue, c'était quand même essentiellement des photos prises en Finlande, en Carélie, en Sibérie, etc. Et là, il y avait, du coup, la neige remplaçait l'ombre, pour résumer. Des ombres blanches. Je vais compléter ce que je viens de dire avant, et j'oublie toujours pas le classicisme. Je vais le faire tout de suite parce que ça vous fait languir sinon. Oui, j'hésite toujours à employer le mot classique ou classicisme parce qu'il est porteur d'ambiguïté. Quelle ambiguïté? C'est que beaucoup de gens, quand on entend ce mot, quand on prononce ce mot, plutôt comprennent ou à peu près académisme. Ou passéiste. Or, dans mon esprit, c'est pas du tout ça. Le vrai classicisme, c'est quelque chose qui se renouvelle sans arrêt. C'est quelque chose qui ne cesse de s'inventer. Simplement, dans sa manière et dans ses moyens, ou même dans son intention, quelquefois, il y a quelque chose d'autre qui naît. Sinon, c'est l'académisme. Donc le classicisme, c'est presque le contraire de l'académisme. Simplement, vous voyez bien, c'est pas la peine que j'insiste par rapport à beaucoup d'autres photographes que vous voyez ici ou là, ce qu'il y a de classique, ne ce soit la composition, chez Penty. Quand il utilise le panoramique, vous voyez qu'il ne refuse pas un moyen technique neuf. Alors, ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous lire, non pas le texte que j'ai écrit en préface au photopoche, je ne vais pas vous infliger ça, puis ce serait un peu complaisant, mais dans ce texte, une citation un petit peu longue, enfin substantielle en tout cas,
de Penty lui-même. Voilà. Qui, je trouve, résume extrêmement bien sa relation au monde, sa position dans le monde et ce qu'il fait en photographie. Alors voici, c'est de Penty lui-même. Me trouvant sur une petite île rocheuse, j'ai compris que la Terre n'était pas ronde. Ah, voilà un sacré retour là hier. J'ai compris que la Terre n'était pas ronde, mais un plateau couvert d'une voûte gigantesque. Et de fait, c'est intellectuellement que nous savons que la Terre est ronde. Par ailleurs, elle est toujours plate. Elle est toujours plate ou légèrement incurvée à l'horizon, c'est ce que veut dire Penty ici. Et il continue. En outre, le plateau était légèrement concave. Les limites extrêmes de la mer s'élevaient plus haut que les rivages de l'île. J'étais sous le point le plus haut du firmament, dans le point focal de la voûte, et j'ai décidé de ne pas bouger. À ce moment, j'ai soudain saisi ce que me disait la pierre à côté de moi. J'ai soudain saisi ce que me disait la pierre à côté de moi, le bateau sur le rivage, le nuage qui naviguait dans le ciel et l'écriture en points saillants des oiseaux migrateurs. Je vais me permettre de compléter ce qu'écrit là Penty en disant qu'il y a chez lui une forme d'animisme, en effet. D'animisme au sens, non pas au sens religieux prononcé et encore moins fanatique ou illuminé du terme, mais le monde existe dans ses diverses manifestations et le monde est donc animé. Tout, c'est Penty qui continue, tout semblait trouver sa place. Voilà où nous pouvons nous intervenir. Donc, le sentiment d'une harmonie qui n'est pas, contrairement à ce que disait Leibniz, préétablie, qui est toujours à refaire, à reconquérir, à rééprouver. Tout semblait trouver sa place, même l'homme, avec ses menues occupations. C'est avec reconnaissance que j'ai compris que l'élément le plus important du travail d'un photographe n'est pas la création. Ah, ça va à l'encontre d'une tendance très largement répandue. Trop de gens font les pieds au mur, n'est-ce pas? Ou veulent imposer ce qu'ils appellent leur style, comme si un style était une signature, un maniérisme ou un truc. C'est exactement le contraire ici. C'est avec reconnaissance que j'ai compris que l'élément le plus important du travail d'un photographe n'est pas la création, ni l'imagination. Là, on peut peut-être discuter un tout petit peu. Mais le regard et la volonté de rendre justice à ce qu'on voit. Ça, c'est presque une question morale. Mais je constate souvent chez ceux que j'aime que la morale et l'esthétique se rejoignent. J'ai alors compris, c'est la dernière phrase, j'ai alors compris qu'on ne prenait pas les photographies, mais qu'on les recevait. C'est une phrase très très importante, parce qu'il détermine une façon de faire, mais plus encore une façon d'être. Tout le monde le comprend. Et de ce point de vue, j'étais ce matin agacé en voyant le mot prédateur à propos de Penty, et je me suis aperçu que je l'avais employé moi-même, parce que il y a quelques lignes de moi qui sont affichées, et avec le mot prédateur. J'étais extrêmement surpris et choqué. C'était comme si j'avais commis un lapsus. Parce que précisément, la photographie telle que la conçoit la pratique Penty, ça n'est pas l'art d'un prédateur ou la technique d'un prédateur. C'est autre chose. C'est un recueillement. Voilà. C'est une attention fervente et modeste à la fois face au réel. Oui, mais je ne peux pas commenter. Peut-être qu'on... Je peux revenir nous nous sommes vus un petit peu avant pour ne rien vous cacher. Nous n'avons pas préparé la rencontre, mais tout de même, je vais en parler un peu. Et à un moment, Penty m'a dit, moi je suis un artisan. J'aimerais bien qu'il commande ce mot. Sous-entendu que moi je suis un intellectuel, et alors je lui ai dit, ne m'injuriez pas.
Niin. No Gerard on erinomainen valokuvaaja, mutta hän on vielä lisäksi kirjailija, runoilija ja kaikkea mahdollista. Mä en ole mitään muuta kuin valokuvaaja. Ja Gerard on tällainen intellekti. Mä mietiskelee, mä oon taas valokuvaaja sellainen, että mun pääasiallinen homma on niin vaan katsoa. Ei niinkään ajatella. Sinulta odotetaan varmasti lisää. En fait, ce que j'ai voulu dire déjà pour commencer, c'est que moi je suis un photographe et et je ne suis que ça. Gérard, en plus de ça, est un poète, un écrivain et un intellectuel qui réfléchit à toutes sortes de choses en tant que tel. Et alors que moi, mon rôle principal et ma tâche principale est de regarder, et de voir. Et moi j'aime beaucoup regarder aussi. Oui, il insiste sur le fait qu'en plus, ce que je disais tout à l'heure, en plus d'être un excellent photographe, Gérard est l'écrivain, le poète et le... Bien. Revenons à des choses plus terre à terre. Puisqu'il était question d'artisanat, j'admire aussi beaucoup que chez Penty, parce que je devine et je sais en même temps que c'est un technicien hors pair au point de vue de l'art photographique, vous voyez ce que je veux dire par l'art photographique. Mais précisément, ça ne se sent pas beaucoup. Ça n'est pas l'essentiel. C'est par derrière ou par devant, après, ou je ne sais pas. Il effectue ses tirages lui-même d'abord. Mais en dehors même des tirages, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la pratique photographique, ce qui n'est pas mon cas. Donc en effet, c'est un très bon artisan qui a en plus enseigné aux Beaux-Arts. Et d'autre part, puisque nous parlons de l'aspect artisanal, je sais également, parce que j'ai au moins un exemplaire de cette entreprise, il a réalisé, c'est écrit là, une quarantaine de livres en auto-édition. Alors quand on dit en auto-édition, ça peut paraître un peu dévalorisant. Le pauvre, il n'a pas trouvé d'éditeur, donc il est obligé de faire les livres lui-même. Non, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Il peut publier ses livres où il veut, et sinon dans le monde entier, du moins dans plusieurs pays. Mais il a tenu à réaliser lui-même, et donc de façon continue, depuis plusieurs décennies maintenant, des livres qui sont les siens. Des livres avec ses photographies qui sont ce qu'il veut réaliser au poil près. Voilà. Le choix du papier, des tirages, de la production. Voilà, j'aimerais bien qu'il nous raconte pourquoi ce besoin. Tous les photographes ne font pas ça. Donc pourquoi chez lui cette nécessité? Et ce sont très grandes réussites. No siis joskus 70-luvulla niin ei kustantajat ainakaan Suomessa ollut mitään kiinnostusta siitä, että yritettäisiin tehdä vaikka jotain kuvasalkkoja, jotka painettaisiin hyvin ja aina mua on kiinnostanut siis se valokuva, se on vähän niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, kirjoittajalla se kieli, niin valokuvaajalla sävyt, että sävyt olisi mahdollisimman puhtaat. Ja että ne olisi mahdollisimman rikkaat, niin siksi mä aloin niin kuin kokeilemaan, että miten tuollaista reproduktiota, että miten painaminen, niin kuin, mikä olisi niin kuin ideaali tapa painaa. Dans les années 70, lorsque j'ai commencé à vouloir publier, les éditeurs en Finlande n'étaient pas très intéressés par le fait de faire le travail de recherche, de composition, de reproduction très précise des nuances des photographies. Et donc, on pouvait imprimer, mais voilà. Et donc, c'est pour obtenir exactement ce que je voulais de mes travaux que je m'y suis intéressé moi-même et que je m'y suis
moi-même. Pour trouver exactement pour pouvoir trouver exactement les nuances que je recherchais dans toute leur précision. Oui, je comprends tout à fait ça, d'autant qu'en 1970, en France, on ne trouve pas si facilement non plus, un peu plus facilement qu'à Helsinki, parce que un grand livre comme celui de Cartier-Bresson qui s'appelle L'image à la sauvette, un des grands classiques de l'édition photographique, existait déjà à ce moment-là, mais il avait été fait par un éditeur d'art, de peinture, qui était Thériade, un éditeur d'origine grecque, qui faisait une revue absolument splendide et luxueuse qui s'appelait Verbe. C'est d'ailleurs pour ça que L'image à la sauvette a une couverture de Matisse et les Européens une couverture de Miro. Mais je veux en profiter pour demander à Penetti, puis je crois qu'il est né en 1950. Ouais. Alors, bon, mettons en 1960, parce qu'il a commencé tôt la photographie, si je suis bien informé, en 1960 et 1965, en France par exemple, il n'y a pas de marché photographique. Il n'y a aucun marché. Aucun. Il n'y a pas de galerie, rien. Les musées n'en exposent pas. Aux États-Unis, oui, on a commencé. Mais en France, pas du tout. On se demande encore juridiquement si la photographie est une œuvre d'art ou pas, puisqu'elle est reproductible à l'infini. Et donc, est-ce qu'on doit la protéger en tant qu'œuvre originale? On se pose ces questions. Comment? Elle ne l'était pas. Non. On commence à se poser les questions. Donc, je dis ça surtout pour les gens beaucoup plus jeunes dans l'assistance. On ne se rend peut-être pas compte que tout ça est assez récent. Le fait qu'un tirage vaille de l'argent, c'est, disons, depuis une trentaine d'années. C'est ainsi qu'on a commencé à dessiner les numérotés, etc. Autrefois, on n'avait presque aucune attention. Les images confiées à la presse finissaient n'importe où, etc. Même par les plus grands photographes. Donc, qu'est-ce qu'on connaît à Helsinki de la photographie en 1965? Quel photographe il a commencé à regarder? Qu'est-ce qui lui a donné l'envie? On a toujours des maîtres. Si on écrit, c'est parce qu'on a lu. Si on photographie, c'est parce qu'on a vu. On a vu la nature ou la réalité, mais c'est parce qu'on a vu aussi des photographies ou de la peinture, on pourra en parler finalement. Mä olen yllättynyt tosi tuosta ja Vera sanoi, että Ranskassa tilanne oli myös niin huono valokuvan kannalta, koska perinteisesti mä oon ajatellut, että Ranska on tosiaan sellainen valokuvauksen suuria maita. Että on Yhdysvallat, Ranska, Englanti, ehkä Saksa. Mutta Ranska on niistä ilman muuta Euroopan niin tärkeä valokuvausmaita, onko valokuva ei ollut niin vaikea asema jo vielä 60-luvulla. Suomessa enhän mä niin kuin voinut kuvitella siis nuorena miehenä, että mä voisin elää sillä, että mä myyn mun valokuvia, että mä olin varmaan lähemmäs 50-vuotias, kun mä myin ensimmäiset kuvat. Että Suomessa ei oikeastaan, enkä vieläkään Suomessa, muutaman kuvan myyn Suomessa vuosittain. Mutta Ranskassa taas mun mielestä valokuvaan suhtaudutaan ihan tavattoman arvostaan. Verrattuna siihen, mitä omassa kotimaassa noin ylipäänsä valokuvauksia. Niin. Deuxième partie de la question. Sur la partie de la situation en Finlande ou en France dans les années. Alors, Pent est très étonné de ce que vous dites, Gérard, sur la situation de la photographie en France dans les années 60. En effet, parce qu'il dit non, enfin, la France avec les États-Unis, peut-être la Grande-Bretagne fait partie des grands pays qui ont donné un statut à la photographie et dans lesquels la photographie est vraiment reconnue comme un art. Et donc, ils font vraiment ça comme une surprise. En Finlande, la situation était celle-ci. Et dans les années 60, quand il a commencé à pratiquer son art,
Il ne pensait pas qu'un jour il pourrait vivre de la vente de tirages. Voilà, et presque 50 ans, quand j'ai vendu mes premiers tirages en Finlande, il m'arrive de vendre encore, je vends quelques photographies par an en Finlande, mais assez peu. Et donc, ce que vous disiez à l'instant sur la situation en France dans les années 60 me surprend vraiment. Et sur les maîtres auxquels il a pu avoir accès en Finlande dans les années 60, je le laisserai vendre. Niin, siis mun isoäiti oli valokuvaaja. Meillä oli kotona hänen isoja pinnakkaisvedoksia, tuollaisia 18-24-senttisiä kameroita hän kuvasi Lapissa. Tosin sitten kun hän meni naimisiin 30-vuotiaana, niin hän lopetti valokuvaamisen, koska siihen aikaan naimisissa olevan naisen työssäolo oli paljon hankalampaa. Mutta siis ne on edelleen mulle aivan esikuvallisia ne kuvat, mitä on nyt mun seinällä hänen valokuviaan. Ja hänellä on esimerkiksi sellainen muistikirja, että kun hän lähti tunturiin kuvaamaan 4 päiväksi, hän otti mukaan 2 lasia. 2 lasilevyä niille kuvasta. Alors le premier de mes maîtres a été ma grand-mère, puisqu'elle était photographe. Et alors elle a été photographe jusqu'à ce qu'elle se marie, puisque à l'époque les femmes mariées c'était plus compliqué d'exercer une profession, notamment celle de photographe. Mais ces photographies qui sont aujourd'hui accrochées chez moi sur mes murs sont toujours des exemples pour moi. Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, quand elle vivait en Laponie, et quand elle partait pour 4 jours dans les collines pour aller photographier, elle partait avec des plaques de verre qu'elle emmenait avec elle pour pouvoir travailler pendant ces jours où elle était dans les collines. Voilà. Sitten tuollaisista esikuvista mä muistan siis suurin elämys valokuvauksen alalla on, kun mä ensimmäisen kerran näin 60-luvulla Paul Strandin, siis tällaisen amerikkalaisen valokuvaajan, joka sitten lähti McCarthyn aikana, jätti USA ja muutti Ranskaan. Mutta hänen valokuvansa oli niin valtava elämys, että musta tuntuu, että hän ymmärtää niin kaiken valokuvauksesta ja kaiken elämästä. Ma première forte impression, sinon si on parle de maître, a été lorsque j'ai vu des photographies de Paul Strand, américain, qui a quitté les États-Unis à l'époque du McCarthyisme qui s'est réfugié, en tout cas, qui est venu en France pour y vivre. Ça m'a vraiment frappé et je me suis dit qu'il comprenait tout de la vie et des émotions et de la photographie.